Imaginez un instant. Une voix qui traverse les âges, une mélodie qui fait vibrer l'âme comme un cri de liberté. Une femme dont les notes ont non seulement conquis les charts mondiaux, mais ont aussi inspiré des générations entières à se lever, à chanter, à exister avec une force inébranlable. Aretha Franklin, la reine de la soul, n'était pas seulement une icône musicale. Elle était un pilier, une protectrice farouche, le cœur battant d'une famille qu'elle chérissait plus que tout. Derrière les projecteurs éblouissants, ses enfants grandissaient dans l'ombre bienveillante de sa grandeur, portant un héritage fait d'amour inconditionnel, de silence profond et d'un désir ardent de paix intérieure. Mais aujourd'hui, après cette longue année marquée par des batailles juridiques et émotionnelles, l'un de ses fils, Kecalf Franklin, brise enfin ce voile de mystère avec une douleur contenue et une conviction inébranlable. « Je voulais simplement que les volontés de ma mère soient respectées », déclare-t-il d'une voix qui porte l'écho de cette force maternelle qu'il a tant admirée. Pour quelqu'un comme moi, qui a grandi en écoutant Aretha, en sentant la puissance brute dans chaque note de ses chansons légendaires comme Respect ou Natural Woman, entendre ces mots résonne différemment. C'est cru, c'est réel, c'est un témoignage poignant qui a bouleversé des fans du monde entier, nous rappelant que derrière la légende se cache une femme profondément humaine, avec ses joies, ses peines et ses secrets bien gardés. Si cette histoire vous touche ne serait-ce qu'à moitié autant qu'elle m'a touché, en explorant les coulisses d'une vie extraordinaire et les drames qui ont suivi, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits authentiques qui vont au-delà des gros titres sensationnalistes, et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de ces plongées intimes dans l'univers des célébrités. Restez avec moi, car ce qui suit n'est pas seulement l'histoire d'une succession controversée. C'est un voyage émouvant à travers l'héritage d'une reine, ses luttes familiales et les leçons universelles sur l'amour, le respect et la planification de l'avenir. Allez, embarquons ensemble dans cette saga captivante qui révèle les facettes cachées d'Aretha Franklin. Lorsque la première bande-annonce du biopic Respect, consacrée à la vie d'Aretha Franklin et portée par l'immense talent de Jennifer Hudson, a été dévoilée en 2020, une vague d'énergie électrique a immédiatement envahi l'air, les réseaux sociaux et les cœurs des fans. Jennifer Hudson, avec sa voix puissante, soul shaking, et sa présence scénique indéniable, n'a pas simplement incarné Aretha. Elle est devenue Aretha, capturant l'essence de cette femme qui a révolutionné la musique soul avec des hits intemporels comme Chain of Fool ou Sync. Pour beaucoup d'entre nous qui avons suivi le parcours d'Aretha pendant des décennies, depuis ses débuts gospel dans l'église de son père à Détroit jusqu'à ses triomphes aux Grammy Awards, ce film semblait être l'hommage mérité qu'elle attendait, une célébration visuelle de sa résilience face aux épreuves raciales, aux luttes personnelles et à la domination masculine dans l'industrie musicale des années 60 et 70. Le trailer, avec ses scènes de performance enflammées et ses moments intimes de vulnérabilité, a suscité une excitation palpable, promettant de plonger dans les couches profondes de la vie de la reine de la soul, une artiste qui a vendu plus de 75 millions d'albums dans le monde et qui a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 1987. Mais en coulisses, loin des applaudissements et des critiques élogieuses, tout le monde n'applaudissait pas des deux mains. En réalité, l'une des voix les plus critiques et les plus retentissantes provenait de l'intérieur même de la famille Franklin, un cercle intime que Aretha avait toujours protégé comme un trésor précieux. Le plus jeune fils d'Aretha, Kecalf Franklin, né en 1970 de sa relation avec Ken Cunningham, n'était pas simplement mécontent du film. Il appelait carrément à le boycotter, déclenchant une controverse qui a fait les gros titres et qui a mis en lumière les tensions familiales sous-jacentes. Pour Kecalf, ce biopic, tout comme la biographie intitulée The Queen Next Door, Aretha Franklin, en intimate portrait écrite par Marc Bégaud et publiée en 2019, avait franchi une ligne rouge sacrée. Dans une publication enflammée sur Facebook en 2020, il a tout exposé sans filtre, accusant les créateurs de ses œuvres d'avoir ignoré la famille proche d'Aretha, ses fils, ses petits-enfants, ses neveux, dans le processus de création. Selon lui, ni le livre ni le film n'avaient fait le moindre effort pour consulter ceux qui la connaissaient le mieux, ceux qui avaient vécu à ses côtés au quotidien, partageant des moments privés loin des caméras. C'est une trahison, écrivait-il en lettres majuscules pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible. Une fois DE+, la famille Franklin ne soutient pas le film en production. Nous ne soutenons pas non plus le livre Queen Next Door. Et il posait ensuite la question qui va droit au cœur de cette controverse explosive. Comment peut-on faire un film sur une personne sans parler à ses fils ou à ses petits-enfants pour obtenir des informations importantes? C'est une interrogation légitime, surtout quand on considère le poids émotionnel et la responsabilité immense que représente le fait de raconter la vie d'Aretha Franklin, une femme qui n'était pas qu'une superstar adulée par des millions. Elle était une mère dévouée, une grand-mère aimante, une femme farouchement discrète dont la vie comportait de nombreuses couches intimes que le public n'a jamais vraiment vues, des couches forgées par des expériences personnelles comme ses mariages tumultueux, ses luttes contre la maladie et son engagement pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King Jr. Pour Kecalf, il ne s'agissait pas d'argent, de gloire ou de jalousie mal placée. Il s'agissait avant tout de vérité,
de respect et de dignité posthume pour sa mère. Ironiquement, Respect était le titre même du film qu'il contestait, un hymne emblématique d'Aretha sorti en 1967 qui symbolisait son appel à l'égalité et à la reconnaissance, un thème qui résonnait maintenant dans cette bataille familiale. Kekalf a tout de même reconnu un aspect du projet auquel sa mère avait donné sa bénédiction explicite avant de mourir en 2018, le choix de Jennifer Hudson pour incarner son rôle. Dans son message virulent, il l'a précisé sans équivoque. Notez que la seule personne que ma mère approuvait pour le film était Jennifer Hudson. Ce n'est pas une petite approbation. Cela en dit long sur la vision d'Aretha elle-même, qui avait vu en Hudson une héritière spirituelle, une artiste capable de porter sa voix avec la même intensité émotionnelle. Hudson, qui avait elle-même perdu sa famille dans un tragique événement en 2008, apportait une profondeur personnelle à ce rôle. Et pour les fans qui admiraient les deux femmes, Aretha pour sa soul intemporelle, Hudson pour son parcours de Dream Girl à The Voice, cela représentait un point d'ancrage solide au milieu de la tempête médiatique. Mais les choses se sont encore compliquées par la suite, car cette controverse n'était que la pointe de l'iceberg d'un drame familial plus large. À l'époque de cette controverse autour du biopic, la succession d'Aretha était déjà gérée par sa nièce Sabrina Owens, et elle se trouvait au cœur d'un conflit juridique tendu entre les membres de la famille, un conflit qui opposait des visions différentes de l'héritage maternel. Quand Kekalf a rendu public ses objections en 2020, tous les membres de la famille n'ont pas suivi son exemple. Au contraire, des divisions internes ont émergé, rendant la situation encore plus chaotique. David Bennett, qui avait été l'avocat d'Aretha pendant de nombreuses années et qui connaissait intimement les dynamiques familiales, a pris la parole pour clarifier que les propos de Kekalf ne reflétaient pas l'opinion unanime de la famille Franklin. Il ne parle pas au nom de la famille, a déclaré Bennett avec fermeté. Je sais qu'il ne parle pas au nom de son frère Ted White Jr., ni de son frère Clarence Franklin. Les petits-enfants n'ont absolument rien à voir avec cela. Ce qu'il fait vraiment, c'est parler en son propre nom. Et c'est là que le récit devient flou et complexe, comme un puzzle où les pièces ne s'emboîtent pas parfaitement. Selon Bennett, aucun membre de la famille, y compris les fils directs d'Aretha, n'avait entrepris de démarche formelle pour contacter les créateurs du film ou manifester un quelconque intérêt pour y participer activement, que ce soit en tant que consultant ou en fournissant des anecdotes personnelles. Cela ajoute une couche de complexité intrigante à l'affaire. Est-ce que les réalisateurs, menés par Lies Tommy pour Respect, ont délibérément ignoré la famille pour des raisons artistiques, ou s'agissait-il plutôt d'un malentendu profond, d'un manque de communication flagrante et d'attentes mal alignées entre Hollywood et la réalité familiale? Dans un monde où les biopics sur des légendes comme Whitney Houston ou Ray Charles ont souvent suscité des débats similaires, cette question soulève des enjeux plus larges sur l'éthique de la représentation posthume. Et lorsque la narration semble incomplète, voire exploitée pour des gains commerciaux, les blessures émotionnelles peuvent perdurer des années, affectant non seulement la famille, mais aussi la perception publique de l'héritage d'Aretha, une artiste qui a toujours prôné l'authenticité dans ses chansons. Quand Aretha Franklin est décédée le 16 août 2018 d'un cancer du pancréas à l'âge de 76 ans, dans sa maison de la banlieue de Détroit, le monde entier a pleuré une perte incommensurable. Nous ne faisions pas que dire adieu à une chanteuse exceptionnelle. Nous perdions une voix unique en son genre, une figure colossale de la musique américaine qui incarnait l'âme, la force et l'émotion brute comme personne d'autre ne l'a jamais fait. Aretha n'était pas seulement la reine de la soul de nom. Elle avait gagné cette couronne à chaque note chantée avec une passion viscérale, à chaque scène conquise avec une présence magnétique, à chaque hymne qu'elle transformait en cri de reconnaissance, de respect et d'empowerment, comme dans son interprétation emblématique de Respect qui est devenue un anthème des mouvements féministes et civiques des années 60. Sa musique a traversé les générations, offrant à tant de personnes, en particulier aux femmes noires confrontées au racisme et au sexisme systémique, une bande-son pour survivre aux épreuves quotidiennes, se réjouir des victoires personnelles et se sentir fier de son héritage culturel. Pensez à des classiques comme He Never Loved a Man, The Way He Loved You, ou You Make Me Feel Like a Natural Woman, coécrit par Carole King, qui capture l'essence de sa vulnérabilité et de sa puissance. Aretha a remporté 18 Grammy Awards, a été la première femme intronisée au Rock and Roll Hall of Fame, et son influence s'étend bien au-delà de la soul, touchant le R&B, le gospel et même la pop contemporaine avec des artistes comme Beyoncé ou Alicia Keys qui la citent comme muse. Mais au fil des années suivant sa mort, il est devenu évident que la musique n'était pas la seule chose qu'elle laissait derrière elle. En fait, dans l'un des rebondissements les plus étranges et les plus médiatisés après son décès, l'héritage d'Aretha continue de s'écrire non pas en studio d'enregistrement ou sur les scènes des plus grands auditoriums, mais dans une salle d'audience froide et impersonnelle. 7 ans après son décès en 2018, et 5 ans après le début des procédures intensives, la question des dernières volontés d'Aretha s'est transformée en une bataille judiciaire épique, impliquant des millions de dollars en actifs, des propriétés emblématiques, surtout, des émotions familiales à fleur de peau. Sa succession, estimée à plus de 80 millions de dollars incluant des royalties perpétuelles de ses chansons,
des biens immobiliers dans le Michigan et des objets personnels de grande valeur comme des manteaux de fourrure, des robes ornées de sequins et des bijoux précieux, est toujours au cœur d'un drame qui captive l'opinion publique. Pourquoi une telle saga? Parce que malgré tout son génie artistique, toute sa discipline légendaire en tant que performeuse et sa vision claire pour sa carrière, Aretha Franklin n'a pas laissé de testament officiel dactylographié. Aucun document clair et formel indiquant comment elle souhaitait que sa richesse, ses biens et ses trésors personnels soient gérés et distribués. Cette absence flagrante a ouvert la porte à la confusion totale, au désaccord profond et à un drame judiciaire profondément intime, impliquant directement ses propres fils qui, jusqu'alors, vivaient dans l'ombre discrète de leur mère. Ce qui a tout changé s'est produit 8 mois après son décès, en avril 2019, lorsque des découvertes inattendues ont été faites dans sa maison de Détroit. Cachés dans des endroits que personne n'avait pensé à inspecter minutieusement, à des recoins intimes d'une vie privée farouchement gardée, 2 testaments manuscrits ont été découverts, écrits de la main tremblante mais déterminée d'Aretha elle-même. L'un était dans un carnet à spirale fourré sous les coussins de son canapé du salon, un lieu si ordinaire et domestique qu'il contraste violemment avec la grandeur de sa carrière. L'autre a été retrouvé ailleurs parmi ses affaires personnelles, peut-être dans un placard ou un tiroir oublié. Les 2 documents étaient informels au possible, remplis de mots raturés, de corrections hâtives et de notes griffonnées dans les marges, comme si Aretha avait écrit sous l'emprise d'une urgence personnelle ou d'un moment d'introspection solitaire. Mais malgré leur aspect brut, les 2 avaient été rédigés par elle, portant son écriture inimitable, et ils contenaient des instructions qui, si validées, pourraient redistribuer un empire bâti sur des décennies de succès musical. Aujourd'hui, 3 de ses 4 fils sont divisés sur la voie à suivre. Son 3e fils, Ted White Jr. Né en 1964 de son mariage avec Ted White, soutient fermement le testament daté de 2010, qu'il estime refléter les véritables volontés de sa mère à une époque où elle était encore en pleine possession de ses moyens. Mais Kecalf Franklin et Edward Franklin, son 2e et 4e fils, affirment que le document du 31 mars 2014 doit être respecté comme la parole finale. Ce testament de 2014 est l'un des manuscrits retrouvés, précisément celui caché sous les coussins du canapé, et il contient des instructions personnelles et touchantes dans les mots mêmes d'Aretha, comme si elle s'adressait directement à ses enfants depuis l'au-delà. Et puis il y a son fils aîné, Clarence Franklin, né en 1955 quand Aretha n'avait que 12 ans, un enfant conçu hors mariage dans sa jeunesse tumultueuse à Détroit. Clarence ne prendra pas part active à la bataille juridique. Il a des besoins particuliers, souffrant de troubles mentaux qui nécessitent une tutelle légale permanente, une situation que les 2 testaments reconnaissent explicitement. En fait, Aretha a pris soin d'inclure une instruction spécifique et émouvante dans le document de 2014, écrivant clairement Kecalf, Eddie et Teddy doivent s'occuper de Clarence et lui donner de l'argent. C'est l'une des lignes les plus intimes et poignantes de toute cette affaire, un rappel déchirant que derrière la célébrité mondiale, les Grammy Awards et les manteaux de fourrure somptueux, Aretha était avant tout une mère aimante, cherchant encore et toujours à protéger ses enfants, à veiller sur eux-mêmes après sa mort, dans un geste de tendresse qui transcende les disputes matérielles. Dans certains États américains, des testaments manuscrits comme ceux-ci, appelés testaments holographiques, pourraient même ne pas être recevables légalement, rejetés d'emblée pour manque de formalité. Les tribunaux pourraient les déclarer invalides sans hésiter, arguant qu'ils ne respectent pas les protocoles notariés requis. Mais dans le Michigan, où Aretha a vécu et est décédée, il existe une disposition légale unique et fascinante, si certaines conditions strictes sont remplies, comme la preuve que le document est entièrement écrit de la main du testateur, daté et reflétant une intention claire. Ces testaments holographiques sont valides et exécutoires. C'est ce qui rend ce processus judiciaire non seulement potentiellement porteur de précédents pour d'autres cas de célébrité, mais aussi profondément humain dans son essence. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est écrit sur le papier jauni, mais de comment cela a été écrit, dans quel contexte émotionnel, et de savoir si la justice estime qu'Aretha avait bel et bien l'intention que ses notes griffonnées, ses mots intimes, soient sa dernière volonté légale. Et si l'on prend du recul un instant pour contempler cette affaire dans sa globalité, il y a là quelque chose de profondément humain et touchant, presque poétique dans sa tragédie. Aretha Franklin, superstar mondiale adulée par des présidents comme Barack Obama qui l'a qualifiée de son original, griffonnant encore ses volontés sur du papier ordinaire, peut-être en proie à des doutes existentiels, à un besoin viscéral de contrôle sur son destin, ou à un profond désir de préserver son intimité jusqu'au bout. Imaginez-la seule dans son salon, entourée de souvenirs de tournées triomphales, des disques d'or encadrés, des photos avec des légendes comme Otis Redding ou Ray Charles, et pourtant, elle choisit d'écrire son testament à la main, comme une confidence personnelle plutôt qu'un contrat froid. Et ceux qui l'aimaient le plus à ses fils, sa nièce, ses proches, se retrouvent aujourd'hui à devoir interpréter non seulement les mots qu'elle a laissés, mais aussi la femme elle-même, sa personnalité complexe marquée par une enfance difficile, un père pasteur influent comme C.L. Franklin, et une carrière qui a commencé à l'âge de 14 ans dans les chœurs gospel. Don Wilson,
avocat spécialisé dans le divertissement à Los Angeles, qui a représenté Aretha pendant près de 30 ans et qui la connaissait comme peu d'autres, a déclaré que lui et d'autres professionnels l'avaient exhorté encore et encore à rédiger un testament formel et à mettre en place une fiducie testamentaire solide. Ce n'était pas faute de conseils, explique Wilson avec une pointe de regret. Nous avons insisté pour qu'elle ait un testament et une fiducie dans le cadre de sa planification successorale, a-t-il déclaré à NBC News en 2019. Mais elle était une personne très privée et je pense qu'elle ne voulait pas partager ses informations avec un tiers, même un avocat. C'est probablement la raison pour laquelle elle n'est jamais entrée dans un cabinet d'avocats pour faire les choses de manière formelle et notariée. Elle a préféré les écrire elle-même, dans l'intimité de son foyer, et cela nous en dit tellement sur son caractère. Cette même femme qui chantait avec une telle audace sur scène, qui se donnait corps et âme devant des milliers de fans en transe, protégeait farouchement sa vie privée comme un bouclier impénétrable. Elle voulait garder le contrôle absolu à ses conditions, à son rythme personnel, à sa manière unique, refusant de céder ne serait-ce qu'un pouce de terrain à l'extérieur. Aretha Franklin est décédée d'un cancer du pancréas le 16 août 2018, à 76 ans, après une bataille silencieuse contre la maladie qu'elle avait gardée secrète pendant des mois, fidèle à sa nature privée. De son vivant, elle a accumulé non seulement l'admiration universelle et des récompenses innombrables, 18 Grammy, la médaille présidentielle de la liberté en 2005, mais aussi un patrimoine considérable, des millions en actifs financiers, des propriétés emblématiques dans le Michigan comme sa maison de Détroit et celle de Bloomfield Hills, et des objets de luxe chargés d'histoire comme des manteaux de fourrure vintage, des robes ornées de bijoux portées lors de performances légendaires à l'Apollo Théâtre, et des bijoux de grande valeur offerts par des admirateurs célèbres. Mais aujourd'hui, en 2025, tout cela reste en partie en suspens au cœur d'un drame juridique en pleine évolution, même si une décision clé a été rendue en 2023. Revenons au printemps 2019 pour contextualiser. C'est à ce moment-là que 2 documents manuscrits très différents ont été découverts au domicile d'Aretha, aucun d'eux n'étant un testament officiel notarié, et chacun proposant une vision très différente de ses dernières volontés, comme 2 chapitres d'une autobiographie inachevée. L'un datait de 2010, trouvé dans un placard poussiéreux parmi des papiers anciens. L'autre, de 2014, se trouvait, aussi incroyable que cela puisse paraître, enfoui dans les coussins de son canapé du salon, un meuble ordinaire qui avait probablement vu des milliers de soirées familiales. Prenez une seconde pour y penser. Une femme dont la musique a ému le monde entier, dont les chansons ont été jouées lors d'événements historiques comme l'investiture d'Obama en 2009, a laissé son testament final dans un cahier spiralé sous un coussin de canapé. C'est presque surréaliste, un contraste frappant entre sa stature publique et sa simplicité privée. Et pourtant, c'est exactement là que les choses deviennent sérieuses et dramatiques, car ces documents ont déclenché une saga judiciaire qui a duré des années. Les 2 documents s'accordent sur un point fondamental et touchant. Ses enfants doivent se partager équitablement les revenus des droits d'auteur issus de sa musique, un catalogue légendaire qui continue de générer des millions annuellement grâce à des streams sur Spotify, des samples par des artistes comme Ariana Grande, et des utilisations dans des films ou publicités. Et cela a un sens profond. La musique d'Aretha était son legs le plus précieux, le cœur de son identité, et elle voulait que ses fils en bénéficient collectivement, perpétuant ainsi son influence culturelle. Mais au-delà de cette similitude, les divergences sont criantes, et le drame familial commence vraiment. Le testament de 2010, qui fait 11 pages et adopte un ton plus formel et structuré, désigne son 3e fils Ted White Jr., et sa nièce Sabrina Owens comme co-exécuteurs de la succession, une équipe qu'Aretha semblait voir comme stable et fiable à l'époque. Il prévoit aussi une condition assez stricte et visionnaire, qu'Ecalf et Edward, ses 2e et 4e fils, devront suivre des cours de gestion financière ou d'affaires et obtenir un certificat ou un diplôme avant de pouvoir pleinement bénéficier de l'héritage matériel. C'est le genre de clause qui suggère qu'Aretha pensait à long terme, pas seulement à transmettre sa richesse accumulée, estimée à plus de 80 millions, mais à s'assurer que ses fils aient les outils nécessaires pour la gérer de manière responsable, évitant les pièges qui ont piégé d'autres familles de célébrités comme celle de Michael Jackson. C'est typique d'Aretha. Elle a toujours été une femme qui valorisait l'excellence, la préparation minutieuse et le respect absolu, surtout en matière d'affaires, influencée par son éducation stricte dans l'église baptiste et sa carrière gérée avec une acuité d'affaires rare pour une artiste des années 60. Mais le document de 2014, c'est un tout autre ton, plus personnel et moins structuré, ne comptant que 4 pages remplies de notatives. Il rature les noms de Ted et Sabrina comme exécuteurs, les remplaçant par Kecalf Franklin en charge exclusive de la succession, un choix qui reflète peut-être une confiance accrue envers son fils cadet au fil des ans, ou une distance croissante avec Ted et Sabrina pour des raisons non précisées dans les marges griffonnées. Il n'y est fait aucune mention de cours obligatoires ou de diplôme, libérant ainsi Kecalf et Edward de ses contraintes. Et dans une touche profondément personnelle et émouvante, il précise que Kecalf devrait hériter de sa résidence principale à Bloomfield Hills,
une banlieue cossue et sécurisée de Détroit. Ce n'est pas un petit héritage. Avait trouvé refuge la maison, dans ces dernières années, estimée à 1,1 million de dollars en 2018, a probablement pris de la valeur avec le marché immobilier du Michigan, et elle représente un joyau de la couronne de la succession, comme l'a qualifié un avocat lors du procès. Cela marque un changement notable dans la pensée d'Aretha, peut-être une évolution de ses priorités familiales, une indifférence envers Ted et Sabrina que les marges du document ne révèlent pas explicitement, ou simplement un geste d'amour envers Kekalf qu'il avait soutenu dans ses derniers moments. Il est important de noter que Sabrina Owens, qui avait été initialement désignée pour gérer la succession dans le testament de 2010, a en réalité démissionné en 2020, évoquant les tensions croissantes entre les frères Franklin comme raison principale. On peut imaginer la pression écrasante qu'elle a dû ressentir, tiraillement entre loyauté familiale profonde et devoir public envers l'héritage d'Aretha, essayant d'honorer une légende alors que ses propres proches, les fils d'Aretha, se disputaient le sens même de cet héritage, transformant une affaire privée en spectacle médiatique. L'équipe juridique de Ted White Jr. Dirigée par l'avocat Kurt Adelson, n'a pas pris l'affaire à la légère, menant une bataille acharnée pour défendre le testament de 2010. Olson affirme que malgré la nouveauté relative du testament de 2014, seul le document de 2010 avait été partiellement notarié, ou du moins présenté de manière plus formelle, et cela compte au moins symboliquement, sinon légalement, pour établir l'intention originelle d'Aretha. Olson est même allé jusqu'à dire, dans une déclaration cinglante, que si le testament de 2014 était réellement destiné à être la parole finale et incontestable d'Aretha, elle y aurait mis plus de soins et de précautions, plutôt que de le confiner dans un cahier spiralé sous un coussin de canapé. Il y aurait eu plus de formalité que de le cacher dans un meuble du salon, a-t-il écrit dans un mémoire soumis au tribunal, une remarque tranchante qui touche au cœur de cette affaire et qui soulève des questions sur la validité des testaments informels dans un contexte moderne. Et pourtant, si l'on lit attentivement les deux documents, quelque chose de plus profond et révélateur émerge, quelque chose qui nous montre une facette d'Aretha souvent négligée dans les biographies grand public. Elle était une femme profondément consciente de sa place dans l'histoire culturelle, une artiste qui pensait à son legs au-delà de l'immédiat familial. Dans la note de 2014, par exemple, elle écrit à propos de ses robes iconiques, ses tenues couvertes de sequins qu'elle portait lors de performances légendaires comme son apparition au Festival de Monterey en 1967 ou à la Maison-Blanche. Elle suggère même qu'elle pourrait être mise aux enchères chez Sotheby's à New York ou donnée au Smithsonian à Washington, D.C., pour être préservée comme artefact culturel. Pensez Y un instant. Même en écrivant depuis l'intimité de son foyer, entourée de ses objets personnels, Aretha pensait à son héritage culturel global, à la façon dont sa vie pourrait être préservée non seulement par sa famille proche, mais par le monde entier, comme un don à la nation qu'il avait tant aimée. Le procès est supervisé par la juge Jennifer S. Kagan du tribunal successoral du comté d'Oakland, au Michigan, qui siège depuis 2016 et se retrouve désormais à la tête de l'une des affaires de succession les plus médiatisées et complexes de ces dernières années dans le monde de la musique. Mais ce genre de drame judiciaire n'est malheureusement pas nouveau dans l'univers des légendes musicales, où les fortunes colossales se heurtent souvent à des familles fracturées. Prenez l'exemple de la succession de James Brown, le Godfather of Soul, qui a été embourbé pendant plus d'une décennie après sa mort en 2006, impliquant des problèmes de succession, des batailles pour les droits d'auteur et des conflits familiaux acharnés entre ses enfants et partenaires. Ou encore celle de Prince, mort en 2016 sans testament, qui a conduit à une saga de 6 ans pour distribuer ses 200 millions de dollars, avec des demi-frères et sœurs se disputant les parts. Ces héritages non résolus semblent tenter l'industrie musicale plus souvent qu'ils ne le devraient, transformant des legs artistiques en guerre fratricide. Ce qui rend le cas d'Aretha particulièrement tragique et instructif, c'est à quel point il aurait pu être évité avec une planification plus formelle. Elle a eu des décennies pour organiser cela, dès les années 70, quand sa carrière explosait avec des albums comme Glady Soul, elle avait accès à des conseils juridiques d'experts en divertissement. Les personnes autour d'elle, y compris son avocat de longue date Don Wilson, l'ont sans cesse encouragée à formaliser ses volontés, à créer une fiducie pour protéger ses actifs des impôts et des disputes. Mais elle résistait non par négligence ou paresse, mais par un attachement profond, presque obstiné, à sa vie privée. Elle ne voulait tout simplement pas partager les détails intimes de sa succession avec quiconque, même pas avec un avocat de confiance comme Wilson, préférant garder le contrôle total jusqu'à la fin. Et finalement, elle a géré ça de la seule manière qui lui convenait parfaitement, en l'écrivant elle-même, seule avec ses propres mots, dans sa propre maison, comme une confidence posthume à ses proches. Aujourd'hui, en 2025, nous atteignons enfin un tournant décisif, même si la décision clé a été rendue en novembre 2023 par la juge Kagan. Un juge du Michigan a tranché en faveur du testament manuscrit de 2014, déclarant ce document griffonné dans l'écriture inimitable d'Aretha valide et exécutoire, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour sa famille après des années de limbo. Tout se résume à ce bout de papier. Enfin, pas n'importe quel papier,
mais un testament manuscrit daté du 31 mars 2014, retrouvé coincé entre les coussins de son canapé, un lieu si prosaïque pour un legs si monumental. Ce document a désormais force de loi, et son fils Kekalf Franklin héritera de la propriété de Bloomfield Hills, une maison de luxe qui était estimée à 1,1 million de dollars en 2018 et qui a probablement pris de la valeur avec l'appréciation immobilière dans cette banlieue huppée de Détroit. Un des avocats impliqués dans l'affaire l'a même qualifié de joyau de la couronne de sa succession pendant le procès, et on comprend facilement pourquoi. Bloomfield Hills est un quartier où l'argent ancien rencontre un prestige discret, un havre de paix où Aretha avait indéniablement gagné chaque mètre carré par son travail acharné, et qui symbolise son désir de stabilité pour son fils cadet. Cette décision ne s'est cependant pas faite sans peine ni résistance farouche. Un autre de ses fils, Ted White Jr. croyait depuis le début, depuis la découverte des documents en 2019, que le testament de 2010, trouvé plus tôt et géré de façon plus formelle avec des pages structurées, aurait dû prévaloir, lui donnant un rôle central comme co-exécuteur et plus de contrôle sur la distribution des actifs. À la place, il doit maintenant recevoir une maison à Détroit, une propriété modeste en comparaison. Mais là encore, la situation est compliquée par des décisions prises hâtivement. La maison de Détroit a été vendue par la succession pour 300 000 $ avant même que le différend sur le testament applicable ne soit pleinement résolu. Et maintenant, de façon compréhensible, Ted réclame le produit net de cette vente pour compenser. Charles M. Calvi, l'avocat de Kekalf Franklin, l'a reconnu publiquement en 2023. C'est un autre exemple de la profondeur de la confusion et des émotions auxquelles la famille a dû faire face pour en arriver là. Par ailleurs, Edward Franklin, un autre fils d'Aretha, s'est vu attribuer une propriété à Bloomfield Township, une attribution qui respecte en partie les instructions du testament validé. Quant au reste de ses biens, et les royalties perpétuelles des droits d'auteur qui continuent de couler comme une source inépuisable, les objets personnels si riches en histoire comme ses pianos ou ses awards, et les actifs financiers. Ils seront partagés équitablement entre ses héritiers par le conservateur de la succession, un administrateur neutre nommé par le tribunal pour superviser la distribution finale. Et oui, cela inclut la responsabilité sacrée de prendre soin du fils aîné d'Aretha, Clarence Franklin, qui vit sous tutelle légale en raison de ses besoins particuliers. Les deux testaments manuscrits ont clairement et unanimement exprimé cette intention prioritaire. Clarence doit être pris en charge financièrement et émotionnellement, un fil rouge d'amour maternel qui traverse tous les documents malgré les divergences. Mais il y a aussi une histoire plus profonde et universelle que l'avocat spécialisé en planification successorale Mark Frankel a bien mise en perspective lors d'interviews post-verdict en 2023 et 2024. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui résonne encore en 2025. Aretha ne s'attendait pas à ce qu'il y ait 7 ans de litige entre ses 4 fils pour déterminer lequel de ses testaments était le bon. Et c'est là toute la tristesse poignante de cette affaire. Aretha Franklin, incarnation même de la force inébranlable, de l'indépendance farouche et de l'âme vibrante, a laissé derrière elle une famille incertaine sur la manière d'exécuter ses dernières volontés parce que celles-ci n'étaient pas formellement sécurisées par un notaire ou une fiducie professionnelle. Elle les a écrites, oui, avec une intention claire, mais pas dans un bureau d'avocat aseptisé, pas avec des signatures multiples ni des témoins impartiaux. Elle les a écrites comme elle vivait sa vie, à ses conditions personnelles, de sa propre main tremblante, dans sa propre maison entourée de souvenirs. Frankel a ajouté une autre réflexion qui mérite d'être répétée et méditée. Malgré le coût émotionnel et financier, il est vraiment très utile d'avoir quelqu'un de professionnel et formé pour cela, pour s'assurer que vos volontés soient respectées sans ambiguïté. Et voilà la leçon universelle tirée de cette saga, une leçon qui s'applique à quiconque, qu'il soit célébrité ou citoyen ordinaire. Peu importe votre puissance sur scène, votre popularité planétaire, votre intemporalité artistique, votre voix aussi puissante et émouvante soit-elle peut être noyée dans la confusion juridique si elle n'est pas correctement documentée et formalisée. Aretha avait pleinement droit à sa vie privée, et nous savons tous qu'elle la protégeait farouchement, refusant même des interviews trop intrusives. Mais si elle avait consulté un avocat spécialisé en 2014, juste pour officialiser cette note manuscrite avec une simple notarisation, les 7 dernières années auraient peut-être été très différentes pour sa famille, épargnant des larmes, des audiences et des divisions inutiles. En fin de compte, la décision du juge Kagan en 2023 offre une forme de clôture tant attendue, même si des détails administratifs persistent en 2025. Les propriétés ont été attribuées de manière définitive, les royalties des droits d'auteur, qui continuent de générer des revenus substantiels grâce à des placements comme dans des séries Netflix ou des pubs, seront partagés équitablement, et Clarence sera pris en charge comme le souhaitait sa mère. Mais le poids émotionnel de cette bataille, c'est plus difficile à mesurer et à quantifier. Il laisse des cicatrices invisibles, des doutes persistants sur les intentions réelles d'Aretha. Les familles, surtout celles qui vivent dans l'ombre imposante de quelqu'un de plus grand que nature comme la reine de la Soul, se perdent souvent dans les détails matériels,
et parfois ces détails peuvent diviser irrémédiablement. Aretha Franklin était sans aucun doute la reine de la soul, une artiste dont les performances live, comme celle au Kennedy Center au Nord en 1994, ont fait pleurer des présidents. Mais si vous la connaissiez bien, à travers ses rares confidences ou les témoignages de proches, vous saviez aussi qu'elle était la reine du secret, surtout en ce qui concerne sa vie personnelle et familiale. Même ses enfants et ses proches n'étaient pas toujours au courant de ce qui se passait réellement en coulisses, derrière le rideau de sa persona publique. Son biographe officiel, David Ritz, l'a admirablement résumé dans une interview accordée à People en 2018. Peu après sa mort, elle n'est pas atypique dans sa vie privée, elle est juste extrême. Et quand il a décrit sa stratégie émotionnelle comme une forme d'idéalisation contrôlée, il pointait quelque chose de très réel et profond. Aretha avait traversé assez d'épreuves, une enfance marquée par la perte de sa mère à 10 ans, des relations abusives, des pressions raciales dans l'Amérique des années 60, pour plusieurs vies, et en choisissant de voir son monde à travers une lentille plus polie et maîtrisée, elle s'est donné la distance nécessaire pour survivre aux tempêtes de la célébrité. C'était son armure personnelle, sa façon de naviguer un monde qu'il adorait mais qu'il espionnait sans relâche. Maintenant, si Aretha ne parlait pas beaucoup de ses fils en public, préférant les garder loin des paparazzis et des scandales, cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas au centre absolu de sa vie privée. Il l'était, profondément et inconditionnellement. Son parcours de mère a commencé alors qu'elle n'était elle-même qu'une enfant, à peine préadolescente. À 12 ans, en 1955, elle donne naissance à son premier fils, Clarence Franklin, dans un contexte de jeunesse turbulente à Détroit, influencé par l'environnement musical de l'église de son père, le révérend C.L. Franklin, une figure charismatique du gospel. Des années plus tard, en 1995, elle confiait à Ebony Magazine avec une honnêteté désarmante. Je voulais encore sortir et traîner avec mes amis. Je voulais être à 2 endroits en même temps. Et ce sentiment honnête et partagé, c'est celui que beaucoup de jeunes mères, célèbres ou non, comprennent intimement, luttant pour équilibrer maternité et aspiration personnelle. Heureusement, Aretha avait un cercle proche et solide. Sa grand-mère Rachel, sa sœur Caroline, sa cousine Brenda qui l'aidait en gardant ses enfants pour qu'elle puisse encore vivre un peu de sa jeunesse volée, tout en commençant sa carrière gospel. Elle a eu son deuxième fils, Edward Franklin, en 1957, 2 ans après Clarence, et à 19 ans, en 1959, Aretha s'est mariée avec le manager musical Ted White, un mariage passionné mais tumultueux qui lui a donné un 3e fils, Ted White Jr. Né en 1964, et qui a duré jusqu'au divorce en 1969, marqué par des rumeurs d'abus et de tensions. Peu après, en 1970, Aretha a eu son plus jeune fils, Kekalf Cunningham, de sa relation avec son directeur de tournée Ken Cunningham, un homme qui l'a soutenu lors de ses tournées épuisantes des années 70. Chacun de ces garçons a grandi dans l'ombre imposante de la grandeur de leur mère, mais aussi derrière le lourd rideau de la vie privée qu'elle protégeait farouchement, les gardant à l'abri des médias et des attentes écrasantes de la célébrité. On ne les trouve pas souvent dans les gros titres, pas de scandales tabloïds ou de carrière publique forcée, mais leur présence était toujours là, discrète, constante, profondément liée à la femme qu'ils appelaient maman, une figure qui, malgré ses absences pour tourner, leur offrait un amour inconditionnel et des leçons de vie tirées de son propre parcours. Lorsqu'Aretha est décédée d'un cancer du pancréas le 16 août 2018, à l'âge de 76 ans, le chagrin ressenti par sa famille fut immense et, pour une fois, entièrement public, partagé avec des millions de fans en deuil. Ses 4 fils, habituellement si discrets et réservés eux-mêmes, ont pris la parole pour livrer un message sincère et chargé d'émotions brutes. Nous avons perdu la matriarche et le pilier de notre famille. L'amour qu'elle portait à ses enfants, petits-enfants, nièces, neveux et cousins était sans limite. C'était l'un de ces rares instants où l'on pouvait ressentir la vérité profonde de leurs mots, sans façade ni artifice. C'était brut, c'était réel, un témoignage d'une connexion familiale forgée dans l'adversité. Et après des années de bataille autour de la succession d'Aretha, des audiences tendues en 2021 et 2022, des témoignages émouvants en 2023, cette émotion refait surface, cette fois dans une salle d'audience après le verdict final de novembre 2023. Selon l'Associated Press, qui a couvert l'événement en détail, les petits-enfants se sont précipités pour étreindre Kekalf et Edward, une image touchante qui en dit long sans qu'un seul mot soit prononcé. Après cette longue année d'incertitude, de désaccords fratricides et de complexité juridique épuisante, la famille a enfin pu souffler ensemble, un moment de réconciliation fragile mais essentiel. Kekalf, debout là dans le calme qui a suivi l'annonce du juge, a résumé ce que beaucoup pensaient avec une simplicité émouvante. « Je suis très, très heureux. Je voulais simplement que les volontés de ma mère soient respectées. On veut juste respirer un bon coup maintenant. Ces 7 dernières années ont été longues pour ma famille, pour mes enfants. » Et l'épuisement transparaît dans cette phrase simple, le poids de devoir protéger non seulement une fortune ou des propriétés matérielles,
mais aussi la voix, l'âme et les intentions d'une femme qui a tant donné au monde, des hymnes aux droits civiques aux ballades d'amour universel, tout en gardant tant de choses d'elle-même profondément enfouies, comme ses peurs, ses regrets et ses amours secrets. En fin de compte, l'histoire d'Aretha, tout comme sa voix immortelle qui continue de résonner sur les ondes en 2025, était complexe, puissante et profondément humaine. Elle n'était pas parfaite, loin de là, avec ses divorces, ses batailles contre l'alcool dans les années 80, ses silences sur ses luttes de santé, et elle ne prétendait jamais l'être, préférant chanter ses imperfections avec une authenticité rare. La voix d'Aretha a ému le monde entier, des stades de Woodstock aux églises gospel, mais au bout du compte, ce sont les voix de sa famille, comme celle de Kekalf brisant le silence et qui nous rappellent l'histoire humaine derrière la légende, les joies d'une mère, les tensions d'une fratrie, et l'importance du respect posthume. Si ce voyage à travers l'amour inconditionnel, l'héritage contesté et la quête de vérité a résonné en vous faisant réfléchir à votre propre planification familiale ou à l'impact d'Aretha sur votre vie, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir ce contenu authentique, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires captivantes sur les célébrités et leurs drames intimes, et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un moment qui compte. Merci d'avoir regardé cette plongée émouvante. À très bientôt pour une nouvelle saga qui révélera les secrets d'une autre icône.